Ça veut dire que le fleuve refroidit ta chambre. Ça veut dire que le soleil réchauffe ta chambre aussi. Et on a acheté 16 000 trousses pour, je sais plus, 5 centimes ou 7 centimes pièce. J'ai fait un pari, je l'ai perdu, mais il me sert aujourd'hui. Il me sert aujourd'hui sur plein de points. Moi, je pense vraiment que l'entrepreneur, c'est un peu comme un navigateur, tu vois. Il est sur son bateau et il vadrouille entre différentes îles. Bonjour et bienvenue sur Origine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Enzo, le cofondateur de WeBurst. Et aujourd'hui, il va nous raconter toute son histoire et son aventure entrepreneuriale. Enzo, bienvenue. Merci pour l'invitation. Bienvenue sur Origine. Tu habites à Bordeaux, tu es bordelais? Alors non, je suis pas bordelais, je suis nantais. Et là, je vais déménager à Bordeaux entre septembre et décembre, justement aussi pour l'agence qu'on a à Bordeaux, l'agence WeBurst qui est sur Bordeaux, ouais. Parce que là, vous avez donc deux pôles, deux agences C'est ça. physiques. C'est ça, c'est ça. On a deux pôles, un à Nantes, un à Bordeaux, pour avoir vraiment de la proximité avec nos clients. Ouais. Maintenant, on travaille partout en France. On a quelques clients aussi un peu à l'étranger. Mais l'idée, c'est vraiment de se développer tout en gardant de la proximité avec nos clients. Ok. Alors, est-ce que tu peux expliquer justement WeBurst? Qu'est-ce que vous faites? Alors, chez WeBurst, on est une agence SEO web qui a la particularité d'être vraiment très proche de ses clients. On travaille très peu de clients par chef de projet SEO, en moyenne 2-3 fois moins qu'une agence traditionnelle. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on arrive à vraiment travailler en profondeur pour nos clients et travailler des marques comme la Massif ou les éditions Gallimard, mais aussi des startups avec des stratégies différentes. Ok. Et pourquoi justement pour ces services qui sont informatiques, numériques, il y a ce besoin de proximité? Parce que pour pouvoir produire du travail de qualité, finalement, on se rend compte qu'on a besoin d'être quasiment internalisé dans les entreprises pour bien comprendre leurs process, pour bien pouvoir aussi être à jour au niveau de leurs actualités, ce qui nous permet à nous, en tant qu'intervenants extérieurs, de pouvoir être proactifs et d'avoir vraiment de la pertinence dans les outils et les services qu'on va apporter à nos clients. Parce qu'on fait du service sur le SEO évidemment, mais on a aussi nos propres outils qu'on a développés, qu'on met aussi à dispo de nos clients qui leur permettent de gagner un temps phénoménal. Donc pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas SEO, cet acronyme, qu'est-ce que ça veut dire, en quoi ça consiste et comment on travaille justement le SEO? Alors le SEO, c'est du référencement naturel. C'est ce qui nous permet d'être en tête de liste sur Google sous les résultats sponsorisés. C'est-à-dire qu'on n'est pas des résultats sponsorisés type ads, on est vraiment du référencement qui est dit naturel et qui passe normalement devant nos concurrents, devant les concurrents de nos clients, pardon, lorsqu'un client cherche les services de nos clients. Donc c'est apparaît dans les premières pages de Google, c'est finalement savoir communiquer aux robots d'indexation des moteurs de recherche, savoir les séduire pour leur faire comprendre que finalement mon site internet est celui qui fait autorité et qui propose le contenu de meilleure qualité. C'est ça. Savoir produire du contenu qui correspond aux attentes de l'algorithme Google, parce que si on correspond à ces attentes, forcément, il nous référence davantage, mais aussi apporter du contenu de qualité et d'actualité, pour qu'il y ait toujours des mises à jour qui soient faites sur ce qui est proposé sur le moteur de recherche et qu'on soit toujours sur les produits à jour, quoi. Donc imaginons, reprenons par exemple l'invité qu'on a eu, qui a développé l'application HipKnowledge et qui souhaiterait optimiser son SEO. Quel serait le processus? J'imagine que vous allez peut-être faire un audit et après cet audit, vous allez mettre en place des actions. C'est ça. Donc, dans un premier lieu, nous, avant de lancer quoi que ce soit, on va d'abord faire un premier échange pour bien comprendre l'activité du prospect, comprendre ses enjeux, ses objectifs. À la suite de ça, on va travailler 3, 4, 5 fois plus que tout le monde pour vraiment délivrer un produit de qualité et expliquer quelle est notre vision pour atteindre certains objectifs, quel est le chemin qu'on va faire pour aller les chercher et la timeline pour y arriver et aussi du ROI, donc du retour sur investissement par rapport à la stratégie qu'on a envoyée ensemble. Tout ça, c'est gratuit et ça permet vraiment aux prospects de comprendre où on veut aller et aussi d'avoir une timeline derrière. Donc ça, c'est la phase de pré-audit gratuite. Après, on passe sur un audit complet. Donc le pré-audit représente, je sais pas, 15% du travail en général. Et après, on lance l'audit complet sur toutes les différentes verticales avant de lancer une stratégie mensualisée sur l'accompagnement qu'on met en place. Généralement, on fait une stratégie avec un accompagnement de 6 mois, le temps de prouver qu'on arrive à atteindre les résultats qu'on a présentés en phase de pré-audit. Et après, généralement, on reconduit. Selon toi, quels sont les critères d'une bonne stratégie SEO? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis un porteur de projet, je viens de lancer mon site internet. Comment j'optimise mon référencement? Alors, il y a plein de différentes méthodes pour pouvoir optimiser son référencement. Donc, il y a plusieurs piliers. On peut rentrer dans le dur. Il y a les piliers donc, sémantiques, les piliers de netlinking,
les piliers aussi qui sont liés aux axes externes. Par exemple, les réseaux, ça peut avoir un impact aussi sur ton référencement. On voit d'autant plus aujourd'hui qu'il y a la vidéo qui rentre en jeu. C'est-à-dire que demain, lorsque tu recherches des informations sur un produit, tu vas plus forcément voir sur le résultat de recherche un site internet, mais directement un short vidéo qui va sortir. Donc, comment tu arrives à faire ranker ton short, par exemple? Là, on peut en discuter du coup avec Cosmos, chez qui on est aujourd'hui. donc, donc voilà, il y a plein de différents axes qu'il faut savoir mettre en place et surtout prioriser avant d'envoyer une stratégie complète. C'est vraiment un peu au cas par cas qu'on définit quels sont les axes à prioriser ou non. Est-ce que le SEO, pour toi, c'est un ensemble de petites techniques ou c'est créer du contenu qui est à haute valeur ajoutée et pertinent, qui fait gagner en rétention sur le site internet, ou est-ce que c'est un mix des deux? Le SEO, c'est vraiment un mix des deux. En fait, pour certains clients, on va vraiment bombarder de contenu de façon à ce qu'ils puissent avoir de l'information sur son site, parce il est vraiment en déficit aujourd'hui. Pour d'autres, ce n'est pas le cas, et on va vraiment actionner d'autres leviers. Donc c'est vraiment un mix, et la bonne stratégie SEO est celle qui arrive à avoir la bonne moyenne en fonction du client et du référencement du client à l'instant T. Et après, on ajuste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envoyer une stratégie sur un an parce que les résultats vont évoluer, vont changer. Ou parfois, on va avoir des pages qui vont être à la baisse, d'autres qui vont être à la hausse. Donc forcément, il faut toujours réajuster pour pouvoir avoir de la pertinence. Être par exemple un créateur de contenu et proposer du contenu à très très haute valeur ajoutée, ne pas me soucier des petites techniques de SEO et pourtant être très bien référencé puisque Google va comprendre que ce contenu est énormément consommé par les utilisateurs. Alors si tu utilises le b.a.-ba des bonnes pratiques, oui, c'est possible, mais tu auras toujours un plafond de verre au-dessus de toi où tu ne pourras pas forcément dépasser parce que tu auras besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, on est beaucoup sur différents segments, différents marchés, et pour pouvoir se démarquer de la concurrence, il faut pouvoir se donner les armes d'aller conquérir le marché. Et pour pouvoir conquérir le marché, il faut avoir justement les bonnes armes et avoir la bonne stratégie en face, quoi. Quel est, selon toi, le futur du SEO? Et je vais préciser ma question par rapport à ce que je fais moi maintenant dans mes habitudes de consommation. Il y a encore 2 ans, je recherchais sur Google des informations. Maintenant, je n'utilise plus les moteurs de recherche. J'utilise les chatbots qui sont connectés à Internet. Je sais que maintenant, il y a toute cette dynamique justement de pouvoir faire du SEO, mais pour les chatbots. Est-ce que, selon toi, c'est le futur du référencement et comment vous y travaillez si c'est quelque chose que vous avez déjà conceptualisé en interne? Alors, il y a plusieurs phases, hein. Phase actuelle, Google, il y a eu une annonce récemment comme quoi ils perdaient quelque part de marché vis-à-vis des LLM, donc de ChatGPT, etc., qui prend des parts de marché sur la recherche traditionnelle. Comment on voit les choses? Aujourd'hui, l'IA s'instruit via Google, Yahoo ou autre moteur de recherche pour pouvoir produire de la valeur. Si tu arrives aujourd'hui à avoir un bon référencement sur Google et que tu l'optimises de façon à ce qu'il puisse être proscrit aussi par les LLM, eh bien, tu arrives à être référencé aussi sur les IA. Donc, en mettant en place un référencement optimisé traditionnel qui correspond aux attentes aussi des IA, tu es aujourd'hui référencé sur les IA. Maintenant, grosse veille, parce que tout est en train d'évoluer. Google va faire une réponse foudroyante, c'est certain. Et il va falloir pouvoir pivoter très vite. Ok, surtout que Google a développé Gemini, qui est un LLM fantastique. Hein. Moi, j'utilise énormément, beaucoup plus que ChatGPT. Donc, ils ont compris cette tendance, maintenant, ce changement d'habitude. Hein, peut-être qu'on peut parler de ça. Hein. C'est-à-dire que les gens recherchent de plus en plus maintenant via les chatbots. Et donc, la question, c'est est-ce que... Enfin, tu m'as répondu, mais en tout cas, en termes de référencement, on ne va pas avoir forcément besoin de s'adapter par rapport à ça. On continue les bonnes pratiques de SEO et dans ce cas-là, on a toujours cette opportunité d'être soit mieux référencé sur les moteurs de recherche, soit mieux référencé sur les LLM. C'est ça. Ça, c'est à l'instant T. Et le futur, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir une position, de prendre position parce qu'on n'a pas d'informations claires sur le sujet. Mais il est clair que l'IA redéfinit notre façon de consommer et que demain, on aura aussi beaucoup, je pense, d'agents IA. Les agents IA prendront en compte ton historique, ton type de personne, pour pouvoir te proposer un résultat personnalisé. On va dans la personnalisation.
Donc là, le SEO va aussi évoluer là-dessus, de façon à ce qu'on puisse soumettre des produits bien précis à une personne, mais pas proposer des produits de masse qui correspondent à une généralité finalement. Un peu comme les pubs télé que tu peux avoir. Aujourd'hui, tu peux accepter les cookies à la télé de façon à avoir des pubs qui soient ciblées par rapport à ce que toi tu aimes. Et c'est beaucoup plus pertinent parce que il y a certaines pubs où tu seras jamais consommateur. Parce que c'est par exemple féminin ou autre. On voit de plus en plus de créateurs de contenu qui utilisent maintenant les chatbots pour générer du contenu et les mettre sur des sites internet. Est-ce que selon toi, cette surutilisation des chatbots pour générer du contenu réduit la qualité du contenu ou peut-être réduit la qualité de l'écriture? Et est-ce que c'est flagué? Est-ce que c'est un red flag lorsqu'un bot détecte que ce contenu a été rédigé par une intelligence artificielle? Très bonne question. On l'a tous les jours, cette question. Aujourd'hui, sur le contenu que tu produis, notamment que tu vas produire par IA, l'IA va aller se nourrir sur du contenu qui est déjà existant. Donc, il va aller scroller tout Google. Il va te faire une synthèse. C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, il va te faire une synthèse de ce qu'il aura pu trouver pour te produire un contenu. Google attend des experts sectoriels. Pour pouvoir être expert sectoriel, il faut que tu sois en mesure de prendre des positions, chose que ne fait pas l'IA. Donc, l'IA est un très bon outil aujourd'hui pour pouvoir vérifier la suroptimisation de ton contenu ou t'aider à créer des briefs de contenu. Mais pour produire le contenu pur et dur, on n'arrive pas à avoir des résultats concluants aujourd'hui avec l'IA. On prend vraiment position là-dessus parce que on a certains clients qui bourrinaient à fond là-dessus, d'autres qui ont créé des lexiques, etc. Sur leur thématique. Ils ont pris une croissance premier et deuxième mois et après ils se sont fait striker. Parce que justement, Google le détecte et que tu peux être pénalisé. Donc oui, ça peut être intéressant, mais attention à comment l'utiliser. Alors comment l'utiliser? Pour les briefs de contenu, par exemple, donc pour pouvoir vraiment segmenter ton contenu, pour vérifier la suroptimisation de ton contenu. Qu'est-ce que vous faites d'autre à part du SEO? Parce que je suis allé sur votre site internet, vous proposez aussi peut-être de la création de sites internet avec Webflow par exemple. On a une deuxième verticale chez Weverse qui est la création de sites web sur Webflow. On a des agents certifiés par Webflow qui nous permettent de créer des sites clés en main pour nos clients. Webflow, c'est une technologie américaine qui permet aujourd'hui d'avoir des designs hyper attractifs, une optimisation SEO hors norme, une rapidité d'exécution et souvent un tarif qui est plus intéressant. Nous, on a des designers en interne, on s'occupe donc du design du site, de son intégration. On peut même, si besoin, aller jusqu'à la création de contenu pour nos clients à partir de briefs qu'on aura pu recevoir. Nous parler de l'un de tes clients, quels étaient les problèmes qu'ils ont rencontrés, pourquoi ils ont fait appel à vous et qu'est-ce que vous avez mis en place et quels résultats vous avez obtenus? Et on peut parler de Apivia Courtage, qui est une filiale du groupe de la Massif. Apivia qui est un courtier grossiste. Donc là, on était vraiment sur une cible plutôt B2B, qui vise à proposer des produits d'assurance de masse pour des courtiers traditionnels, qui eux vont proposer des produits plutôt particuliers ou autres. Apivia est venu nous voir parce qu'ils avaient des problèmes d'indexation de pages, c'est-à-dire qu'il y avait des pages qui rankaient beaucoup moins que certaines pages. On ne comprenait pas forcément pourquoi, ni comment activer une stratégie en face. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est une optimisation sur les pages dédiées. On a tout repris de A à Z, de façon à pouvoir les faire ranker. Aujourd'hui, on a des très bonnes positions sur celles-ci, et on les accompagne aussi, du coup, sur les autres. Et la croissance suit son cours, mais c'est un client qui est rentré il y a un peu moins de 6 mois, donc les résultats sont tout jeunes, mais ils sont visibles en tout cas. Et après, en chiffres, il me faudra un tableau en face. Tu peux nous dire justement quelles étaient les mauvaises pratiques qu'ils avaient implémentées au sein des pages qui faisaient en sorte qu'elles étaient mal référencées? C'est pas moi qui ai géré le projet. Je vais être sincère avec toi, je ne veux pas dire de conneries, surtout s'ils nous écoutent. mais généralement, tu peux avoir des problèmes pour l'indexation de page, tu peux avoir des problèmes de balises, tu peux avoir des problèmes de structure, tu peux avoir des problèmes aussi de maillage interne. Souvent, on parle de SEO pour ajouter du contenu, pour créer du netlinking. Mais 3/4 du temps, reprenez votre base. Reprenez la base de votre site. Est-ce que ça correspond bien aux attentes de l'algo? Oui, non. La moitié du temps, non. On reprend ça. Et après, on envoie de la stratégie par-dessus, hyper optimisée, avec un objectif précis. Et là, on arrive à avoir des vrais résultats concrets et visibles aussi. Le plus important, c'est on met en place une strat, c'est cool. Mais il faut que les résultats soient visibles pour que nos clients restent chez nous. Tout à l'heure, je t'ai parlé de ROI, de retour sur investissement. C'est évidemment ce qu'on va présenter à nos clients. Et pour que ça marche, eux, il leur faut du business. Weverse se positionne aujourd'hui comme un partenaire de croissance
Et pour pouvoir être un partenaire de croissance, il faut du CA en face. Une stratégie SEO, c'est pas une stratégie court terme. C'est-à-dire qu'on peut implémenter plein de techniques, augmenter la valeur ajoutée du contenu, mais pour voir les résultats, c'est sur du moyen, sur du long terme. SEO, grosso modo, c'est 3 à 6 mois pour pouvoir observer les premiers résultats. Maintenant, les résultats sont visibles, hein. On parle de vraie croissance. Et après, pour la suite, donc la croissance pérenne du référencement organique, eh bien, il faut compter 6 mois, 6-12 mois, en fonction des pages qu'on va travailler, en fonction des thématiques qu'on va mettre en avant, aussi en fonction du client. On a plein de clients qui vont créer de nouveaux produits, ou alors des clients, on a des e-commerce qui vendent des chaussures en ligne, la mode change tous les ans. Comment est-ce qu'on fait au mois d'août pour avoir les meilleures références, bien référencées, alors qu'en janvier dernier, elles n'étaient pas visibles sur le site? Ça, c'est des vraies questions, et c'est des sujets qu'on met en place. On a notre technique en interne pour pouvoir anticiper tout ça aussi. Donc tu nous parlais de deux verticales, donc création de site internet, référencement en ligne. Est-ce qu'il y a d'autres types de services que vous proposez avec Weburst? Non, on a 2 verticales qu'on maîtrise très bien. On crée nos outils pour pouvoir aller plus loin. On facilite la vie aussi des équipes marketing, notamment sur le SEO, de nos clients à travers tous les produits qu'on va pouvoir leur donner, leur mettre en place. Et c'est vraiment ces 2 verticales sur lesquelles on se concentre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre verticale justement qui fait partie de votre feuille de route que vous souhaiteriez lancer dans les prochains mois, prochaines années? Verticale parallèle au SEO, on en a une, qui est un peu parallèle aux deux. Là, on est en train de monter plusieurs e-commerce pour pouvoir faire on en a déjà en place, mais on en monte d'autres pour pouvoir faire des tests constamment sur les sites de nos clients. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'algorithme change en général une à deux fois tous les mois ou 2 fois par mois. Google, ouais, c'est très variable. Et si tu veux, nous, on a mis en place des sites tests de façon à ce qu'à chaque modification qui soit faite sur l'algorithme, nos sites nous relèvent quels ont été les impacts, positifs ou négatifs, et directement en mode agile, on agit sur nos clients, ce qui nous permet d'anticiper la vague ou le strike qui arrive et de pouvoir la surfer et pas se la prendre pleine face comme les concurrents de nos clients. Aujourd'hui, la boîte, ça fait combien de temps qu'elle existe? Weburst va avoir 2 ans, va bientôt fêter ses 2 ans. Est issu du format agence aussi, mais a pris le dessus sur les autres activités. On est en forte croissance. Weburst, cette année, ça va être une croissance plus que doublée. Nos effectifs vont aussi plus que doubler cette année aussi. Le SEO, tout le monde connaît, tout le monde connaît, dans le digital du moins. On n'a pas réinventé la roue, par contre, on a réinventé le process. C'est-à-dire que demain, lorsque nos clients viennent chez nous, ils attendent des résultats, ils attendent de la proximité, ils attendent des équipes quasiment internalisées. Ils ont de la prestation haut de gamme à leur service avec des résultats visibles au service de leur ROI, tout simplement. Et c'est ce qui fait que ça marche. Et aujourd'hui, donc, tu es le fondateur, gérant de la société. Tu as cofondé la boîte avec une autre personne? C'est ça. Aujourd'hui, je suis le cofondateur de Weburst. On est 3 chez Weburst à avoir fondé la boîte. Un CTO, donc un chef technique, un CEO plutôt sur personnel et moi plutôt sur CEO, donc plutôt sur l'aspect stratégique de marque, pardon. Qui sont aussi des amis d'enfance. On se connaît depuis 15 ans. On a aussi une autre boîte ensemble, Annex, qui représente un peu de temps de notre temps de travail, 15% à peu près, mais dans un domaine totalement différent où on fait un peu d'immobilier ensemble. Et ça a été quoi le déclic, le catalyseur pour vous dire, tiens, on est 3 potes, on va lancer une agence? Est-ce que c'était justement un besoin du marché, que peut-être vous aviez des clients à droite à gauche? Est-ce qu'il y avait une expertise? Comment c'est quoi la genèse de cette boîte? Alors François Thibault et Césario étaient déjà associés ensemble avant qu'on monte Weburst. Ils avaient des gros skills en SEO. Ils maîtrisaient très très bien les verticales, très bien le sujet. Et moi, j'avais déjà monté 2 boîtes. Donc j'avais un réseau. Et je me suis aperçu que ce réseau avait besoin de référencement. Le fil de discussion, j'en parle un peu à droite à gauche comme ça, hein, sans vouloir rien vendre. Et puis on m'appelle une fois, Enzo, ce que tu m'as dit, j'en ai besoin, il faut qu'on mette en place, est-ce que tu peux m'organiser un rendez-vous 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois on a monté la boîte. Enfin 4 fois on a monté la boîte. Et la croissance s'est fait un peu naturellement et l'attractivité aussi. Parce que j'avais les clients, eux avaient les compétences. On se connaissait depuis 15 ans, donc niveau confiance, on ne pouvait pas faire mieux. On était au collège ensemble. On s'est jamais perdu de vue. Donc le cumul de tous ces différents points fait qu'aujourd'hui, Weburst évolue dans une ambiance plutôt saine. Nous, ce qu'on cherche, c'est à faire aussi évoluer nos équipes. Toutes les personnes qui sont chez Weburst aujourd'hui sont vraiment très créatives. On les laisse s'exprimer sur leur verticale. Manon, qui est ici avec nous, est en marketing. On la laisse vraiment
s'exprimer et proposer des trucs parfois farfelus. Mais en général, on est tous super contents. Je pense que la team est contente de venir bosser dans la boîte. Il y a une très bonne culture d'entreprise et on est assez attractif aussi. Sur le dernier poste en SEO, c'était 100 candidatures. Donc ça c'est des métriques qui parlent un petit peu sur l'attractivité de ta boîte. Donc on est vraiment satisfait de la tournure que prend l'entreprise et on se concentre sur garder le même niveau de qualité qu'au début pour pouvoir la faire grandir sereinement, quoi. Et vous êtes splitté entre 2 agences, du coup, au niveau des employés? Oui, c'est ça. On est 4 et 3 par site. 4 et 3 par site. Et je te l'ai dit avant l'interview, mais je pense qu'on sera 10 avant la fin de l'année. Les différents pôles sont menés comment? On a plutôt les pôles SEO à Nantes, mais ça n'empêche pas de pouvoir travailler partout en France. Les pôles SEO sur Nantes et les pôles créa plutôt sur Bordeaux. Ce sont des pôles d'expertise. Voilà, ce sont des pôles d'expertise, mais le fait d'avoir une agence peut aussi permettre, lorsqu'on a un client qui est important, ou qui est bien avancé du moins, de descendre avec nos experts directement sur un pôle pour se rapprocher de nos clients et faire nos prêts. Alors, excuse-moi, tu parlais de pôle créatif. Qu'est-ce que ça s'illustre comment exactement? Pôle créa, ça va être donc le pôle créa est plutôt sur Bordeaux, donc ça va plutôt être les équipes de design. Donc on a un designer en interne, on a le market qui pour moi aussi fait aussi partie de la créa, les aspects pub, créa aussi. Donc sur Bordeaux, c'est plutôt ces aspects-là. Et sur Nantes, on est vraiment sur le pur et dur SEO avec les chefs de projet SEO et nous, les fondateurs. Donc il y a François Thibault et moi-même à Nantes et Césario qui est sur le pôle de Bordeaux. Vous avez levé des fonds? Uberst aujourd'hui a été entièrement bootstrappé. On a investi 0 € dans la boîte et on autofinance notre croissance. L'idée étant que nous avons aujourd'hui des belles métriques à présenter et qu'au moment venu, lorsqu'on voudra faire un pivot ou autre chose, on aura de la matière à présenter en montrant ce qu'on a su faire avec zéro. Juste du savoir-faire et de la bonne conscience. Et vous avez combien d'employés aujourd'hui? On en a du coup 4. Ok. Répartis entre les 2 C'est agences. ça. Répartis entre les 2 agences. Et on a des postes qui sont à pourvoir. On a une personne qui arrive aussi en septembre là déjà. Est-ce qu'il y a eu, j'imagine, des obstacles, le parcours du combattant, des échecs? Je pense que c'est toujours intéressant aussi d'en parler. Il y en a eu beaucoup. Mais j'ai même envie de dire qu'il y en a eu beaucoup avant Weburst. C'est les vrais obstacles et les vrais échecs, pour moi, ont été avant Weburst. On a tous les 3 pris des vraies claques sur différents projets. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de recul sur la structuration d'une entreprise. Savoir construire quelque chose de solide en ayant vu comment planter des projets, comment avoir des business plans qui n'étaient pas du tout en phase avec la réalité, etc., etc., etc. C'est vraiment la phase d'avant qui a servi à la phase d'aujourd'hui pour ne pas prendre des bâches sur ces 2 dernières années. On en prend forcément, mais c'est pas les mêmes envergures, si tu veux. Bien sûr, il a fallu construire son offre, il a fallu construire ses équipes, avoir de la rentabilité pour pouvoir recruter. Tout ça, c'est vraiment des obstacles à surmonter qui sont des obstacles importants pour tout entrepreneur. Puis quelle fierté d'avoir ces équipes au service d'un projet commun finalement. Donc c'est génial, mais les vrais obstacles, pour moi, étaient avant, où on a tous eu quelques beaux échecs. Et il n'y a jamais eu justement des amis d'enfance, il n'y a jamais eu justement des discords entre les 3 fondateurs? On pose aussi beaucoup la question là-dessus. C'est pas simple de créer son entreprise avec de très bons amis, parce que il peut y avoir des frictions. Ce qui fait que ça marche, c'est vraiment qu'on a des caractères qui sont très différents et qu'on est tous les 3 sur des verticales différentes aussi. On ne vient pas empiéter sur le travail des autres, on vient partager des idées. Et même en termes de caractère, c'est des caractères qui sont vraiment pas les mêmes. Césario est quelqu'un de très calme, très posé, très intelligent aussi, comme François Thibault, et qui va vraiment être plutôt dans la structuration des idées, des process. François Thibault qui va plutôt lui être dans la créa, donc ça va partir dans tous les sens. Et moi qui suis... Qu'est-ce que je fais là, moi? Oui, moi plutôt, on va dire entre les deux. Qui va... Je pense que là où j'ai des qualités, c'est sur l'exécution. On va vouloir mettre en place quelque chose, un process, mettre en place une nouvelle idée ou autre.
je vais savoir l'exécuter et trouver le bon chemin pour y arriver le plus efficacement, je pense. Aujourd'hui, c'est quoi votre stratégie d'acquisition de vos clients? Alors chez WeBurst aujourd'hui, notre stratégie d'acquisition, elle n'est pas du tout comme les autres agences. C'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. On marche énormément sur recommandation, sur réseau, sur du inbound. Alors tout le monde va dire, mais c'est génial, ouais, c'est cool. Mais sauf qu'en outbound, ça doit représenter normalement, je crois, c'est 60% de l'acquisition ou 70% des agences en moyenne. Et nous, ça représente moins de la moitié. Donc c'est outbound, si c'était la question aussi. On n'est pas très bon aujourd'hui. Il faut qu'on accélère là-dessus. Le problème est que les leviers traditionnels sont aussi très saturés sur notre verticale, sur nos métiers. Bombardé de mails, etc., de SMS ou quoi. Les gens en ont marre. Donc, quand tu arrives à avoir une recommandation d'un client important vis-à-vis d'une autre marque, que ce soit une start-up, un groupe, une PME, généralement, tu as fait 90%, 95% du taf. Au niveau de l'intelligence artificielle, alors peut-être pas pour générer du contenu ou quoi que ce soit, mais je veux dire au niveau des process internes, est-ce qu'aujourd'hui, l'ensemble de vos collaborateurs utilisent l'IA justement pour accélérer au niveau des process ou gagner en efficience? Tous nos collaborateurs aujourd'hui utilisent l'IA sous différentes méthodes. Je pense à, par exemple, des outils comme Notion. On va utiliser l'IA connectée sur Notion pour pouvoir structurer. On a parlé d'idées, les idées qu'on va lancer dans le mois prochain pour soit de la création de contenu, soit pour de l'acquisition, soit je ne sais quoi. Donc sur le design, on utilise l'IA tous les jours. Sur le market, pareil. La partie sales, pareil. Sur tous les leviers. Alors maintenant, j'aimerais parler d'avant WeBurst. Justement, tu as une activité entrepreneuriale. Tu parlais d'échecs. Hein. Moi, je te propose qu'on en parle. Tu me racontais en off aussi cette histoire. Tu voulais monter un hôtel, une chaîne d'hôtels flottant. Il y avait aussi parce que tu avais acheté du stock pour pouvoir les revendre. On va en parler. Mais justement, quel était ton parcours avant WeBurst? Qu'est-ce que tu as fait? Alors moi, j'ai commencé assez tôt. J'ai pas eu un parcours très conventionnel. J'ai commencé à 16 ans, je faisais de l'achat-vente je faisais des petites motos. Après, j'ai acheté des voitures. Et après, j'ai acheté des voitures aux enchères en véhicules 2 places que je transformais en 5 places et je les revendais. Là, ça m'a mis le pied à l'étrier sur comprendre comment fonctionne le milieu des enchères, l'équitation judiciaire ou autre, les stocks. Et un jour, j'ai vu passer 16 000 trousses scolaires Disney. Et on était, je sais plus, en avril, mai. Et je me suis dit, mais il y a un truc à faire pour la rentrée, c'est pas possible. 16 000 trousses. Les achète, je sais pas, j'étais 15 centimes, 5 centimes, 10 centimes, je pourrais que gagner de l'argent là-dessus. Et j'ai vraiment cette envie de vouloir créer, générer, et ça pouvait être le premier palier. Et là, j'en parle à un ami qui avait un peu plus de finances que moi à ce moment-là. Et il me dit, ouais, vas-y, go, tac. Et on a acheté 16 000 trousses pour, je sais plus, 5 centimes ou 7 centimes pièce, plus la livraison après. Et on les a revendues en 3 semaines, je crois, Leclerc Atlantis, le plus gros Leclerc à côté de Nantes, quasiment 1 euro. Donc on avait fait une marge hyper conséquente, mais on n'avait pas de boîte, on a dû monter une micro-entreprise en 2-7. Et puis moi après j'ai continué. Et j'ai fait de l'achat en volume pendant très longtemps, pendant un peu de temps. Ça marchait plutôt bien. Après j'ai étoffé mon offre en proposant une solution de rachat de stock alimentaire avec une DLUO courte. Donc pour rappel, la DLUO c'est la date limite de consommation optimale. Le produit est toujours consommable, mais n'est pas périmé. Donc j'allais voir le Leclerc à qui j'ai vendu les trousses ou autre, et les centrales d'achat aussi. Je leur disais, voilà, aujourd'hui vous êtes capable d'anticiper que vous allez avoir X pertes sur vos produits parce qu'ils vont se périmer ou parce qu'ils seront plus bons. 2 mois avant, 3 semaines avant, moi je suis capable de vous racheter tant de pièces. Donc, généralement c'était quasiment tout le stock, ça représentait, je sais pas, max 2 camions, sur les produits que je travaillais du moins. Et après je les revendais à des hard discounters, type Stockmanny, Nose ou autre, et j'étais vraiment intermédiaire entre les deux. C'était intéressant parce que les marges étaient très faibles, mais la quantité était très élevée. Donc, tu arrivais facilement à des coefs hyper pertinents. J'étais déstructuré possible. J'avais 18 ans quand j'ai 19 ans, 20 ans. J'étais pas du tout à la hauteur de la structure qu'on a aujourd'hui, mais c'est aussi ce qui a permis de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir envoyer. Et après, je mangeais beaucoup d'Excel toute la journée, appeler les centrales, faire mon réseau, etc. Ça me gonflait un peu, même si ça marchait plutôt bien, mais je ne me rendais pas forcément compte à l'époque. J'avais envie de faire autre chose, de monter d'autres projets, et je voulais faire un Airbnb flottant. Mais juste avant, parce que ce milieu de la grande distribution, de l'achat-revente, c'est quand même un milieu, un écosystème un peu fermé. Comment t'es rentré dans cet écosystème? T'as eu un mentor ou une personne Alors, on a reçu les trousses.
On a mis 16 000 trousses à plat pour faire un inventaire. Une fois qu'on avait fait cet inventaire-là, ça a pris pour info, ça a pris une semaine et demie, hein, juste l'inventaire. On a fait tout un cahier des charges des produits qu'on avait à vendre. Et on a fait tous les Leclerc, on les a appelés tous un par un. Et toutes les centrales d'achat, donc les SCA, donc pour les Leclerc, c'est les SCA, SCA Ouest, SCA Est, etc., pour leur proposer le stock. Jusqu'au moment où celui qui était à côté de chez nous, fait du hasard, a pris. Et après, on est rentré comme ça. Et puis, dès que j'avais des produits différents, je proposais à différentes centrales. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai bien passé 9 mois faciles à référencer mes acheteurs potentiels pour dire voilà ce que je fais aujourd'hui, voilà ce que je peux vous racheter, voilà ce que je peux vous vendre à peu près, avec quel interlocuteur il faudrait que je discute pour pouvoir présenter mes produits, quelle marge vous travaillez, etc., etc., etc. Donc, il y a eu beaucoup de temps de process aussi pour pouvoir rentrer dans l'écosystème. Mais comme dans n'importe quelle affaire, je pense que si tu as le bon produit, le bon projet, tu lèves des fonds, les fonds tu vas les trouver parce que tu as le bon projet, tu vends un produit, tu vas le vendre si tu as le bon prix au bon moment, tu vois. Comment tu les as trouvés justement, ces dizaines de milliers de trousses? Eh bien aux enchères, en liquidation judiciaire sur le site Interenchères. Interenchères, ça référence toutes les liquidations judiciaires des entreprises. Donc tu vas pouvoir avoir une boîte qui fabrique des planches de surf, une boîte qui fabrique, je sais pas, des camions ou autre. Et tu vas pouvoir racheter le stock de l'entreprise qui s'est malheureusement effondré. Et donc, l'acheter à moindre coût, parfois 5 fois moins cher que le prix d'achat. Donc toi, tu as le réflexe, tu te dis c'est la rentrée, tiens, j'ai cette opportunité d'acheter. Je me dis, si j'achète 5 centimes, c'est pas possible que je perde de l'argent dessus. C'était pas possible. Qui achète une trousse moins de 5 centimes, même à l'achat, c'est... Surtout que tu les as revendus donc, au distributeur 1 euro. Eux, ils devaient se faire une marge de... Eux, ils vendaient 3. Et d'habitude, et puis en plus, la grande distribution travaille sur 30% de marge en général, 30-40. Et là, ils faisaient des marges de 3. Donc, bon, certes, c'était des petits prix, mais c'était hyper bénéfique pour eux. Et donc là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et puis, j'ai creusé à fond le truc. J'ai passé mon bac, j'ai arrêté après. Et j'ai monté mon entreprise. Trop bien. Et donc, il y a ce business qui est florissant, de ce que je comprends, mais tu décides de partir sur une autre, sur l'hôtellerie. C'était compliqué de valoriser en fait ce business-là parce que c'était des coûts. C'était du one-shot. J'avais pas de structure, j'avais pas d'employés. Dès que j'avais un stock, je savais que ça pouvait être intéressant pour telle boîte parce que je la connaissais. Et encore une fois, j'avais pas fait en sorte de pouvoir valoriser ce business-là. Et puis ça me gonflait, puis mon activité au quotidien me gonflait un peu. Parce que tu as les Excel, mais tu as tous tes stocks aussi qu'il faut gérer. En alimentaire, ce qui est intéressant, c'est que j'achetais une fois que j'avais vendu le produit, donc j'avais pas besoin de le stocker, etc. Mais bref, après, ça pourrait prendre 3 heures d'en parler. Et du coup, ensuite, Airbnb flottant, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. On s'est pris le Covid. Et pendant le Covid, je me suis dit, mais pourquoi faire un Airbnb lorsqu'on peut faire un hôtel pour recevoir beaucoup plus de personnes? Et là, j'ai réfléchi à un concept qu'on a appelé Innovon. Innovon, c'était le premier hôtel flottant en autosuffisance énergétique, un hôtel de 64 chambres, avec toutes les chambres orientées sur le fleuve. L'objectif était de vraiment proposer une offre différente de l'hôtellerie traditionnelle qu'on peut connaître, avec des lieux de vie, que tu puisses venir profiter du lounge bar, du restaurant, des espaces de travail, même sans être résident de l'hôtel. De pouvoir avoir des produits qui soient d'actualité, des produits qui soient aussi de saison, respectueux de l'environnement. J'étais vraiment allé hyper loin sur le process. Et j'avais fait appel à un bureau d'études spécialisé en bâtiment flottant à Nantes, un cabinet Chenet, avec qui on a co-construit le bâtiment. Enfin, co-construit le bâtiment en projet. Et sauf que j'ai un peu pris le sujet à l'envers, c'est-à-dire que normalement, tu as un emplacement, tu construis un projet. Moi, j'ai construit un projet de dingue et je me suis dit, c'est obligatoire, c'est obligé que ce projet va séduire la métropole et que je vais avoir un emplacement. Ça m'a pris 1 an de réussir déjà à faire modifier un appel d'offres métropolitain, etc. J'ai rencontré direction implantation touristique, économique, hôtelière, etc. On a réussi à faire modifier un appel d'offres métropolitain qui était sur un emplacement assez intéressant. Et là, j'ai fait un partenariat avec une boîte de promotion qui s'appelle Legendre. C'est une boîte rennaise, ils font 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est très solide. Ils sont sur la construction traditionnelle et ils m'intégraient sur un programme global, si tu veux. Eux s'occupaient du terrestre et moi du flottant. Donc là, let's go, on envoie l'appel d'offres, paf. On répond, le partenariat se passe super bien et on gagne la phase 1 de l'appel d'offres. On était, 25 au début avec du Giboire, du Bouygues, enfin que des gros noms sur de la place en face de nous. Et on gagne la phase 1 de l'appel d'offres et on rentre vraiment dans le dur avec le port autonome de Nantes pour pouvoir être lauréat du projet. On a eu du retard, il y a eu plein d'éléments qui se sont passés, mais le fait est qu'on a perdu il y a 1 an, c'était en juin dernier je crois, l'appel d'offres parce qu'ils ont souhaité partir sur l'hôtellerie traditionnelle, pas flottante, mais traditionnelle sur du bâti classique. Ils ont leur raison.
Et ouais, ça, c'est un projet, par exemple, qui m'aura pris 3 ans, où j'ai construit tout un programme. Financièrement, j'étais suivi par des partenaires, j'avais des banques, j'avais la BPI Haute Investissement qui était derrière aussi. Là, je la fais courte, mais c'était vraiment tout un programme innovant qui était prêt à être développé. Et mon objectif était de dupliquer le programme, d'avoir une chaîne d'hôtels respectueuse de l'environnement, flottante, et que Innovons Hôtel Flottant Urbain soit reconnu à sa juste valeur, quoi. En autosuffisance. En autosuffisance énergétique, ouais, à hauteur de 50%, ce qui est du jamais vu en hôtellerie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que le fleuve refroidit ta chambre. Ça veut dire que le soleil réchauffe ta chambre aussi. Ça veut dire que les matériaux utilisés lors de la construction, ce n'est pas des matériaux qui sont nobles, issus aussi de la récupération, tout en étant dans un milieu haut de gamme, accessible, mais haut de gamme. Financièrement, tu vois, la moyenne à Nantes, c'est, je sais pas, 100, 120 euros, j'ai plus les chiffres en tête. On avait des chambres en dessous des 100 euros. Donc on arrivait aussi à se placer là-dessus. On avait un coût de construction à la clé qui était phénoménal, personne n'arrivait à faire ça, parce qu'on n'avait pas les fondations aussi que peuvent avoir les hôtels traditionnels. On était vraiment sur une coque. En plus, j'avais créé un partenariat avec l'Europa à Paris, Europa, pardon, à Paris, sur laquelle je récupérais une barge qui faisait du transport de gravats de 80 mètres, qu'on amenait à Saint-Nazaire, a été modelée, elle recevait ses modules préfabriqués, on construisait l'hôtel à Saint-Nazaire, là où sont fabriqués les bateaux de croisière, MSC, etc. Et après a été transporté par le fleuve jusqu'à Nantes pour pouvoir être livré. Enfin, tout le programme était ficelé de A à Z. Et je comprends que ce projet, tu l'as mené de front avec WeBurst. Et ce projet, je l'ai mené de front sans WeBurst jusqu'à la dernière année où j'ai monté WeBurst avec mes associés. C'est ça. Et en fait, tu vois, c'est tout ce réseau que j'avais là qui avait vraiment des besoins en SEO, à qui j'ai vendu des prestations et qu'on a construit ensemble. Et qu'est-ce qui fait que ce projet, justement, de Airbnb ou d'hôtel sur l'eau n'a pas abouti? Ce qui fait que le projet n'a pas abouti, c'est que vouloir monter un business en étant tributaire d'institutions publiques, c'est très compliqué. Moi, maintenant, je suis vacciné. C'est un red flag. Que ce soit en investissement, je fais aussi un peu d'investissement en parallèle. J'y vais pas. Parce que c'est des méthodes qui sont différentes de l'entrepreneuriat traditionnel. Et à moins d'être dedans ou d'avoir des contacts très placés dans les institutions ou d'avoir beaucoup de temps, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et puis, le fait aussi que ce soit soumis à appel d'offres, c'est-à-dire que je voulais en faire 1, 2, 3, je voulais en faire 10. Sauf que si j'ai un appel d'offres sur 10 emplacements qui prennent à chaque fois 2-3 ans, ma croissance a été non accélérée, quoi, tu vois. Ce refus a eu un impact financier conséquent sur toi? Ce refus a un impact financier conséquent sur moi parce que j'ai tout financé en fonds propres. Bah, forcément, je suis tombé amoureux de mon projet, c'était terrible. Donc j'ai mis tout mon temps, j'ai mis beaucoup d'argent dedans, j'ai arrêté une boîte. Toutes les études dont on a parlé tout à l'heure, c'est moi qui les ai financées. Mon temps n'était pas payé, évidemment. On a perdu appel d'offres, mais on n'a jamais eu de contribution ou quoi que ce soit. Mais c'était dans le deal, hein, c'était écrit dès le début. Tu réponds à un appel d'offres, t'as pas de fonds qui arrivent derrière. Mais c'est le jeu, c'est le risque. Quand tu montes une boîte, one-shotter une belle boîte, c'est compliqué, je pense. Donc j'ai fait un pari, je l'ai perdu, mais il me sert aujourd'hui. Il me sert aujourd'hui sur plein de points. Il me sert sur mes investissements, il me sert sur WeBurst. On fait de l'immobilier, il me sert énormément. J'ai fait créer un réseau important. En hôtellerie, j'ai beaucoup de contacts aussi. De belles chaînes hôtelières. Donc tout ça me servira à un moment donné. Moi, je pense vraiment que l'entrepreneur, c'est un peu comme un navigateur, tu vois. Il est sur son bateau et il vadrouille entre différentes îles. Au début, je me suis arrêté sur Innovons. Ça l'a pas fait pour Raison X. Aujourd'hui, je suis sur WeBurst, ça se passe très bien. WeBurst suit son cours, mais ça n'empêche pas de pouvoir créer d'autres choses à côté, comme on le fait déjà aussi avec les mêmes associés sur CZNT, la boîte en immobilier. Est-ce que ce projet est terminé ou tu penses qu'il y a d'autres opportunités, justement? Tu me disais que tu voulais plus t'adresser au gouvernement, aux villes, etc. Mais est-ce que ce projet, justement, il a un avenir? Court terme, j'en sais rien. En tout cas, je suis en discussion avec des acteurs qui sont implantés dans le flottant pour participer ou pour vendre le projet, parce qu'il y a quand même de la matière derrière. Il y a des études, il y a toute une structure, une qualité de fabrication aussi qui a été tout anticipée. Donc, c'est des études qui valent plusieurs milliers d'euros, qui sont intéressantes à racheter par un interlocuteur. Et avant tout ça, par exemple, collège, lycée, tu as fait des études supérieures, tu étais quel type de garçon quand tu étais plus jeune? Alors moi, à l'école, ça se passait vraiment pas très bien. Pas au niveau du comportement, mais je rentrais pas dans le moule, si tu veux. J'ai l'impression que c'est récurrent chez les entrepreneurs. L'école, ça se passait pas bien. Ouais, je sais pas. C'était pas fait pour nous, en tout cas. Ouais, je sais pas. Après, il y en a
peut-être pour ceux qui se réveillent, qui commencent tôt, mais parce qu'il y en a qui sortent de très belles boîtes en sortie d'études aussi. Mais moi, je sais que ça se passait pas forcément bien parce que j'étais bridé dans la créativité que je voulais avoir et pas orienté sur les sujets qui m'intéressaient profondément. C'est-à-dire que rentrer dans une école qui aurait été sur projet, à 15 ans, j'aurais été le plus chaud de toute la promo, quoi. C'était pas possible. À 15 ans, à 14 ans, je voulais monter une application mobile, ça s'appelait Tramway Vertino. C'était le coyote des transports en commun. Tu étais dans le tramway, il y avait les contrôleurs, tu patchais sur ton téléphone, tout ce qui avait l'application, il recevait attention, il y a un contrôleur, comme un coyote. À 16 ans, c'était Bibip, l'application qui te permet de te ramener chez toi depuis ton propre véhicule. Donc, au lieu de commander un Uber, tu commandes un chauffeur. Tu vois, donc j'avais toujours envie de monter plein de projets à droite à gauche, toujours envie de créer des choses, plein de choses. Et finalement, j'étais à l'école, tu vois, j'écoutais quelqu'un parler toute la journée. Et moi, c'était très compliqué à concevoir pour moi. Donc ça se passait pas bien. Par contre, le soir, j'étais pas vadrouillé ou quoi que ce soit. J'étais chez moi en train de travailler sur mes trucs. Tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, comme ci, comme ça. Il y a eu les trousses, mais avant les trousses, même si c'est des projets qui n'ont pas abouti, j'en ai eu 10, 15, 20, j'en sais rien. Sur lesquels je me concentrais sur les chiffres, etc. Et peut-être la question suivante, d'où ça vient, c'est que j'ai grandi dans un cadre où j'étais assez privilégié, hein, où c'était des parents qui étaient entrepreneurs sur des domaines d'activité totalement différents. Par contre, ça parlait business à tas tout le temps. Et moi, je me disais, mais moi aussi, je veux faire des choses, moi aussi, je veux apporter de la valeur, je veux contribuer à la croissance du monde, etc., 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 etc. Et c'est ça, en fait, qui a nourri, je pense, cette envie de créer, de développer et de mener aussi des sujets. Et très tôt, donc, tu t'es lancé dans l'achat-revente, hein, quand on parlait des trousses. C'était quand tu avais 18 ans? À 16 ans. Ok. Et après le lycée, tu as fait des études supérieures ou t'as continué tes projets entrepreneuriaux? J'ai arrêté Enfin, j'ai commencé l'achat-revente pendant mon bac. Et au vu de la croissance que ça prenait, j'ai tout arrêté, passé le bac et je me suis concentré sur mon activité. Et du coup, j'ai fait des trousses, j'ai fait des trottinettes, des vélos électriques, j'ai fait 375 trottinettes, 259 vélos. J'avais créé un site internet éphémère pour pouvoir les vendre en ligne. Je vendais aussi en parallèle sur Amazon, en passant par des rouleaux comment on appelle ça, d'emballage de papier cadeau que j'achetais en masse pour la grande distribution aussi, des anciennes collections qui étaient revendues du coup au Nose, mais que tu achetais directement après les fêtes. Enfin, tu vois, il y a eu énormément de produits qui sont passés par là. Mais quand j'y repense aujourd'hui, mais comment j'ai fait pour mener un truc pareil, mais déstructuré comme je l'étais? C'était pas possible. C'était terrible. Pour revenir sur WeBurst, c'est quoi la feuille de route? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous avez des projets, des stratégies que vous souhaitez mettre en place dans les mois ou les années à venir? L'objectif de Weber, c'est de maintenir le pourcentage de croissance qu'on a aujourd'hui. Comment? À travers les outils qu'on crée en interne. C'est-à-dire que un client qui est aujourd'hui chez WeBurst, dans 6 mois, il partira pas, je pense qu'il ne partira pas grâce aux outils qu'on fournit qui font gagner un temps monstrueux à leurs équipes marketing et donc leur permet de passer du temps sur des leviers qui sont rentables tout de suite. On crée des outils développés en interne autour de l'IA, bien sûr, autour de plein de différents sujets, ce qui permet vraiment d'avoir tout le temps de l'avance sur la concurrence. Nous, notre seul objectif, c'est de manger le marché. Et pour pouvoir aller le chercher, on travaille plus que les autres, on investit plus que les autres, que ce soit en temps, enfin surtout en temps d'ailleurs, de travail sur tous ces différents sujets-là. Tu vois, là, on parlait tout à l'heure des LLM, etc., donc ChatGPT ou autre. Aujourd'hui, on est en train aussi de créer un outil qui te permet de voir le pourcentage de part de marché de recherche sur ton activité entre les LLM et le Google traditionnel. Mais ça, c'est 0,1% de ce qu'on va fournir à nos clients. Et ça, c'est génial parce que tu fais tourner le truc, tu dis, tiens, sur ces requêtes-là, ce produit-là que je veux monter demain, après-demain ou dans un mois ou 2 mois, je vois que j'ai tant de traction sur les LLM, on va envoyer une stratégie là-dessus ou pas parce qu'il n'y a pas de traction, on va plutôt l'envoyer sur Google ou Google Shopping, etc., etc., etc. On est même aussi consulté pour la création d'entreprise. De façon à ce que toi, demain, tu veux monter une boîte, tu as besoin de voir la traction que peut avoir l'activité vis-à-vis de tes potentiels prospects. On est en mesure de te le dire parce qu'on peut capter ce trafic-là. C'est-à-dire, voilà, il y a X personnes qui recherchent X produits. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur pour la suite, pour ton entreprise et pour toi-même? Alors, ce qu'on peut nous souhaiter de meilleur, c'est de continuer, de maintenir la croissance qu'on a aujourd'hui, ce que j'ai dit, ce que je viens de dire.
maintenir la croissance qu'on a aujourd'hui en pourcentage et de continuer à avoir cette culture d'entreprise qui est forte, d'avoir des équipes qui soient toujours plus engagées. C'est notre rôle aussi de savoir les impliquer, les incentiver aussi au moment venu sur tous ces sujets-là. Et pour moi, personnellement, voilà, la même chose. Merci beaucoup d'être venu sur le podcast Origine. C'était un plaisir de te découvrir et d'en apprendre un petit peu plus sur WeBurst. Merci à vous pour l'invitation. J'ai passé un très bon moment et j'espère avoir été à la hauteur.